Tout Smart. Le but de cette présentation, c'est d'arriver à avoir un angle vraiment expert et vécu. On est parti, nous, sur nos propres expériences. On y reviendra tout à l'heure. On a voulu faire un transfert de cas concrets et des retours d'expérience. Parce que, alors ça se voit moins de ton côté, mais du mien, il y a quelques cheveux blancs. Et pourtant, on est un peu quand même. Ouais, c'est vrai, tu le cachais bien. Ouais. La peinture a bien marché sur le dessus. Mais non, l'idée, c'était de dire on a tous nos vécus, tous pris nos portes et tous vécu des choses qui nous font construire l'avenir. Et il se trouve que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui est le fruit de toute cette expérience et de pouvoir apporter des solutions et pas, comme on le dit toujours, on peut faire toutes les conneries du monde, mais une seule fois chacune. C'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions pour éviter de les renouveler. Et c'est ce qu'on a fait et ce qu'on aura plaisir à vous présenter, puisque le but ce matin, c'est vraiment d'être sur des cas concrets. Donc, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Olivier. À la limite, je te laisse démarrer ta présentation et je derrière. Donc moi, Olivier Ganivet, effectivement, je suis co-dirigeant du On Group qui regroupe 3 entités principales autour des métiers de la communication opérationnelle vraiment pure et dure. Ton direct étant plutôt un côté courtier en impression et en logistique, et notamment historiquement pour pas mal d'enseignes à réseau. Getit étant une marketplace intra-réseau issue du savoir-faire de ton direct depuis quelques années. Et Graphicoa, une structure de déploiement graphique, ce qu'on appelle un studio d'exé communément, mais qui sert aussi pour nos clients, que ce soit sur l'activité Ton Direct ou l'activité Getit. Et nous avons le plaisir d'être sous un soleil radieux en Bretagne, voilà, comme souvent d'ailleurs. Et voilà. Et puis Luc, je te laisse te présenter puis présenter Tout Smart. Allez, ouais. La prochaine fois, je suis en train de dire, on se le fera en extérieur, comme ça on ne pourra pas bullshiter, on verra vraiment le temps qu'il faut chez chacun. On se mettra en terrasse. Moi, de mon côté, donc, Luc, moi je suis cofondateur de Tout Smart. Le job de Tout Smart, c'est d'appréhender les besoins, les usages des entreprises et créer des applis métiers qui sont personnalisés et qui sont connectés aux outils. Donc nous, on a une innovation à 3 niveaux. Le côté déjà application qui est sur mesure, qui est sur des technos innovantes, qui nous permettent d'être beaucoup plus efficients et donc de réduire le time to make. Ça, c'est vachement important pour nous, d'avoir une approche qui repose totalement sur l'usage des métiers et sur le côté besoin-usage, on est en co-construction pour le réaliser, et sur un business model qu'on a voulu très, très open, puisqu'on met tout en abonnement, donc il y a 0 invest à faire au départ. Et donc, du coup, notre job, c'est de digitaliser le process et de l'automatiser. Donc ça, c'est les points clés. Pour ça qu'on parle de digitalisation de réseau et d'animation, puisque que ce soit sur un groupe, que ce soit sur Tout Smart, on a une belle part de l'activité sur tout ce qui est réseau, tout ce qui est franchise, évidemment, donc tout ce qui est enseigne à réseau, parce que toutes ne sont pas en franchise. Et d'ailleurs, Olivier, je vais te laisser démarrer un petit peu sur quelques KPI sur ces côtés réseau pour donner un peu le contexte et partager avec tous le pourquoi il y a un vrai enjeu sur ces sujets. Ouais, et puis pour compléter en plus ton propos, avec Luc et toutes ces équipes, on travaille bien ensemble parce qu'on a une belle complémentarité au quotidien pour nos clients, pour nos écosystèmes respectifs. Et puis on en parlera un petit peu plus tard, mais l'idée, c'est aussi de vous livrer nos visions de chefs d'entreprise et ce qu'on peut vivre l'un et l'autre au sein de nos boîtes pour la structuration, et notamment sur des usages informatiques ou digitaux. Et voilà. Et donc, pour resituer un peu le contexte, parce que c'est important, je pense que vous le savez les uns les autres, mais on a globalement en fait 2 grandes organisations aujourd'hui d'enseignes à réseau. D'un côté, une organisation en franchise autour de la Fédération française de la franchise. Il y a d'autres acteurs évidemment, mais pour vous donner des KPI, ça représente quand même pas loin de un peu plus de 80 000 points de vente franchisés en France, et pour un CA de un peu plus de 75 milliards d'euros. Donc c'est un acteur majeur. Et puis de l'autre côté, la Fédération du commerce associé qui représente plus de 50 000 points de vente, un chiffre d'affaires aussi plus conséquent. Mais voilà, c'est les 2 types d'organisations et vous le savez, qui sont plutôt sur
des organisations juridiques en fait différentes, mais avec des problématiques réseau en fait qui sont pour le coup équivalentes. Et ça fait un beau volume parce que là, il n'y a qu'une partie de référencés. On peut estimer qu'il y a 20 à 30% complémentaires qui ne sont pas déclarés, on va dire, et qui rentrent. Donc, il y a un gros pan de l'activité nationale qui repose là-dessus. Ouais. Pour démarrer et suivre sur le côté enjeu, ce qu'on a voulu restituer un petit peu globalement et grouper par rapport à ce que Olivier nous présentait sur les différentes typologies juridiques, organisationnelles, les enjeux restent les mêmes, puisqu'on a un enjeu clair, c'est que les réseaux, avant tout, c'est des hommes et des femmes, que tous ces sujets d'organisation, ça repose sur les humains qui composent, donc toutes les équipes qui composent ces organisations, et que tous ces êtres humains, à titre personnel, ils sont déjà hyper digitalisés. Donc, il y a ce qu'on appelle un blurring qui se fait du particulier au pro, où aujourd'hui, il n'y a plus d'évangélisation à faire sur la digitalisation de l'entreprise. Elle est déjà bien en place. Donc, quand il y a des personnes qui rejoignent des réseaux et que les réseaux ne sont pas digitalisés, c'est plus un choc de ne pas retrouver le référentiel perso habituel plutôt qu'une surprise. Donc ça, c'est un point essentiel. Et le deuxième point clé aussi, c'est que ces réseaux sont toujours avec une activité très dense. Et ce qu'on peut considérer comme les équipes support, qui portent les réseaux, sont plus souvent en sous-effectif qu'en sur-effectif. Et ce qui fait que le temps est toujours compté parce que les équipes sont elles-mêmes comptées. Donc ça, c'est les points importants. Dans les enjeux, évidemment, en premier, on vous avez mis le recrutement parce que quand on lance un réseau, si c'est le cas de certains d'entre vous, la priorité, c'est de trouver des piliers, donc tout ce qui est précurseur, et ensuite d'aller chercher l'ensemble de la meute, puisqu'on compare toujours le réseau et la tête, le franchiseur en chef de meute. C'est vraiment ce côté collectif qui est important, et les premiers piliers sont clés. Et du coup, dans le recrutement, il y a un vrai enjeu dès le départ et tout au long de la vie du réseau qui va être clé pour la qualité du réseau et la suite du réseau. Et le digital est un atout pour ce recrutement et on va vous le présenter. On vous parlait de stratégie aussi en deuxième. La stratégie, on y donnait en introduction déjà sur l'organisation du réseau. Est-ce que je me mets sur un système coopératif, sur un système purement franchise, si je me mets en filiale, si je me mets en licence, il y a tout un tas de sujets et plein de cabinets spécialistes pour accompagner à la création de là-dessus. Mais il y a aussi, donc ça c'est plus une question d'organisation juridique au départ, il y a tout le côté opérationnel. On a une partie des réseaux, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, qui sont aussi des centrales d'achat. C'est-à-dire que le réseau, il apporte une solution globale, et dans la solution globale, soit il va dire « débrouille-toi, je t'amène le concept », soit il va dire « je t'amène le concept et en plus je t'amène des fournisseurs, et donc je suis une centrale de référencement, c'est moi, tête de réseau, qui vais te référencer dans les différentes fournisseurs et tu passeras en direct », soit le réseau est une centrale d'achat. Donc ça, c'est vraiment des points clés qui sont hyper importants, puisque dans l'organisation digitale, on peut intégrer ces sujets pour fluidifier, apporter de la valeur et venir, comme on parlait de l'humain et de dire qu'on était plutôt sur des équipes limitées. Nous, notre job sur nos entreprises, c'est d'augmenter le collectif, d'augmenter les collaborateurs en leur apportant des solutions un peu comme... Je compare souvent avec le côté robotique. Quand on a en logistique, on commence à voir apparaître en logistique des robots dans lesquels les collaborateurs se glissent pour pouvoir avoir une assistance mécanique et éviter de se flinguer le dos. Nous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on apporte des assistances digitales pour augmenter la valeur, pour augmenter la pertinence des personnes. Donc, voilà, c'est un peu les points. Alors, l'efficience, évidemment, du réseau par rapport à l'organisation et le process, qui sont forcément impératifs quand on veut travailler en collectif dans un réseau. En fait, pour compléter évidemment ton propos, et juste avant aussi, on parlait de deux organisations majeures entre la franchise et le commerce associé, où historiquement, la franchise, il y a plutôt un côté centralisation, un peu descendant, même si les choses ont énormément bougé, et notamment depuis le Covid et des choix stratégiques de certaines enseignes. Et donc, dans les enjeux, il y a un vrai choix autour de centraliser ou décentraliser. Alors,
Nous, on n'a évidemment pas réponse à tout, de tous les cas d'usage entre ce que Luc connaît et ce que j'ai comme connaissance aussi de mon côté. C'est comme tout, c'est jamais tout blanc ou tout noir. L'enjeu étant d'avoir, pour certains points, des choses qui sont centralisées, il en faut, et puis permettre quand même au local, et on le sait encore plus depuis les années Covid, d'avoir cette notion de prise en main localement et autonomie en local, donc cette notion de décentralisation. Donc le bon mix étant certainement un peu des deux. Voilà, et encore une fois, comme tu disais, Luc, c'est aussi d'avoir les outils qui permettent soit l'un, soit l'autre, soit les deux, pour pas être bloqué selon les stratégies choisies dès le départ ou qui sont en évolution. Et puis, un point qu'on voulait évoquer, évidemment, et ça, on ne l'oublie pas, encore une fois, nous-mêmes en tant que chef d'entreprise, les enjeux d'un réseau, basiquement, c'est de se développer. Se développer, alors évidemment, côté business, donc que la tête de réseau puisse alimenter ou donner les moyens, en tout cas à son réseau, de faire du business et de croître. Et puis pour la tête de réseau, c'est de se développer au sens aussi géographique du terme, d'avoir un maillage qui se constitue, comme tu le disais, Luc, alors certainement au début à la création d'un réseau avec des premiers adhérents qui vont être un peu les chefs de meute, mais d'avoir un développement aussi qui soit pas, enfin business évidemment, mais géographique. Alors on peut enchaîner sur les actions justement qui peuvent être menées pour animer son réseau. Luc, je te laisse évoquer quelques points. Bah, pour démarrer, à la limite, on s'en fait, on en détaille de chacun, mais ouais. Sur le côté, le premier sujet là, qui me vient, ça résonne d'un coup. Le premier sujet qui me vient, moi, c'est le côté interconnexion des outils pour arriver à gagner en efficacité. C'est-à-dire que tout le côté fluidité en termes de visibilité, nous, on a des réseaux qu'on accompagne qui ont la visibilité globale sur les négos en cours dans chaque franchisé, ce qui leur permet du coup de pouvoir être beaucoup plus efficaces quand ils passent une commande groupée, ils veulent massifier un petit peu, et ben ils recontactent directement que les 3 personnes concernées qui sont en égo sur le sujet pour pouvoir fluidifier, éviter d'appeler tout le monde, et au moins ça permet de cibler. Donc ça, c'est déjà un point hyper important. Et sur le côté interconnexion, c'est d'avoir les bons outils à interconnecter entre eux pour être beaucoup plus efficient sur le mode opératoire et les gains de temps de ressaisie et compagnie. Donc ça, c'est le côté interaction outils, et on a une efficience opérationnelle parce qu'on peut automatiser tous les process, on peut automatiser tout le côté logistique, on peut automatiser plein de sujets de transfert d'informations, de collecte d'infos. Et donc ça, c'est des points super importants d'action clés pour animer son réseau, en quoi le digital peut répondre. Je te laisse en prendre deux de ton choix. Ouais. On parlait là de maillage et un mot quand même sur la différenciation d'un réseau à un autre, mais on parlait de positionnement géographique, tout simplement, et ça fait partie des éléments de différenciation d'un réseau versus un autre. Tu parlais juste avant du positionnement stratégique, c'est aussi un aspect différenciant. Et puis, évidemment, et nous, on ne va pas vous dire le contraire, l'innovation, en fait, est au cœur aussi de cette différenciation-là. Alors, elle intervient à plein de niveaux. Et puis l'importance pour la tête de réseau, d'accompagner son réseau, de lui proposer de la nouveauté pour qu'elle soit ensuite relayée. Alors, évidemment, on a un focus sur l'image, l'attractivité du réseau. Alors, tout est évidemment très en lien. On parlait de recrutement juste avant. Forcément, plus un réseau est dynamique, innovant, il devient attractif, donc pour fidéliser d'un côté et pour recruter de nouveaux adhérents, donc des hommes en fait qui vont porter la marque en local en fait. C'est vraiment un enjeu. Puis à la rigueur, Luc, je continue un peu sur les sujets d'action collective. On parle souvent de la force du collectif parce que c'est un vrai sujet de mutualisation en fait, des usages et puis des bonnes pratiques que chacun peut mener localement et sur un principe d'animation qui peut être et descendant de la tête de réseau vers ses adhérents, mais aussi montant
pour que les bonnes pratiques, sur le terrain, elles soient aussi remontées et qu'elles puissent servir à l'ensemble du collectif. Et effectivement, le sujet de la communication est souvent un sujet majeur sur le partage d'infos, sur la mutualisation des différents sujets. Et puis, il y a une notion, on en parlera aussi un petit peu plus tard, d'optimisation des achats. Tu parlais de centrale d'achat. Certains réseaux sont aussi organisés en centrale de référencement, mais évidemment, quand vous êtes 5 ou si vous êtes 200 ou 500, et forcément les volumes ne sont pas les mêmes et donc doivent servir à chacun ensuite localement dans son business de proximité. Sur les points qui restaient, on n'a pas détaillé, c'est le côté pilotage. Dans le côté digitalisation, l'objet de notre webinaire sur le côté digitalisation du réseau pour l'animation, le pilotage est un point clé, puisque le rôle de la tête de réseau, c'est de coacher ses franchisés pour déjà le partage d'infos dont tu parlais, mais aussi l'amélioration continue. Et du coup, arriver à avoir une base de données qui permet d'accompagner efficacement le franchisé. Nous, on a les têtes de réseau où au départ, ils allaient sur site voir le franchisé, ils disent ouvre-moi ton outil, comme ça on va regarder tes chiffres, que je puisse regarder en live. Forcément, c'est moins efficace que quand on met en place une plateforme qui leur donne tous les KPI, donc tous les critères qu'ils souhaitent eux suivre, parce que c'est les leurs. Et c'est l'intérêt du sur-mesure, c'est pas de prendre les KPI basiques d'un outil générique, mais d'avoir bien les siens, parce qu'il y en a, c'est quand même très particulier sur des délais de réponse par rapport à des remises de devis et surtout des validations, parce qu'on a parfois des réseaux qui font des interventions un peu en dur et il y a besoin d'avoir d'autorisation pour les travaux, d'autorisation pour des certifs et ce genre de choses. Et du coup, tous ces délais-là, qui sont des délais légaux, sont jamais dans un outil générique. Donc là, ça permet vraiment de les initier. Donc ça permet d'avoir la bonne alerte au bon moment. Ouais. Et dans le pilotage et le coaching, c'est aussi de pouvoir suivre son franchisé et de lui faire part de volume. Dire, par rapport à telle activité, par rapport à tel copain, pour le coup, tu es un peu en retard, ou sur celui-ci, tu as un taux de transfo qui est moindre. C'est aussi des points qui sont importants. On a, nous, des réseaux qu'on accompagne où ils font du déploiement terrain et de dire, oui, mais regarde, entre le délai de validation et le délai de déploiement, pour le coup, en l'occurrence, j'ai un cas en tête où il y avait 35% de retard par rapport aux copains. Donc forcément, les enquêtes de satisfaction étaient moins bonnes. Donc forcément, le cercle vertueux n'était pas en place. Et donc, ça crée un contexte qui était plutôt déceptif. Donc, ça permet à la tête de réseau, en digitalisant efficacement son sujet, ça lui permet d'améliorer son coaching, d'améliorer la mise en place de toute sa valeur métier auprès de son réseau, parce qu'en plus, il a les bonnes données. Ça, c'est des points importants. Et le dernier que je vois à l'écran, qu'on n'a pas discuté, c'est le côté déconnecté, qui est un point clé. Parce que, pour donner un exemple, on a des enseignes où ils font des relevés terrain sur... il y en a un qui fait du calorifugage, donc pour que ça parle à tout le monde, alors dans les gros immeubles et dans toutes les industries, on a des tuyaux qui passent partout. Et pour une question économique, écologique et globale, éviter de la déperdition. Et du coup, tous les tuyaux, il faut qu'ils soient bien emballés dans des gros polystyrènes et des gros... ils appellent ça des coussins pour les robinets et du coup des gaines pour le reste. Et avant de mettre en place, il faut métrer, il faut tout regarder, tout métrer. Et ça se fait souvent en souterrain, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir faire toute cette collecte en déconnecté. Et lorsqu'on remonte à la surface, on remonte dans les étages, on revient au camion, et à ce moment-là, on récupère le réseau, bing, ça se connecte automatiquement. Donc ça, c'est important. En fait, aujourd'hui, le digital, la digitalisation doit aller jusqu'au dernier mètre, doit aller à l'action du terrain. C'est-à-dire qu'il faut que dans le process, on puisse intégrer tous les opérationnels terrain, parce que jusque-là, ils étaient souvent déconnectés. Et c'est ça qui est un petit peu dommage sur ce que l'on peut voir dans des solutions génériques qui, forcément, ne peuvent pas tout prévoir. Là, il faut que la digitalisation aille jusqu'à ce dernier mètre, parce que c'est là où il y a beaucoup de valeur à apporter au réseau, aux clients et aux collaborateurs. Ouais, et puis, un point complémentaire, dans nos convictions, mais je sais certainement que beaucoup d'entre vous sont sur ces convictions-là aussi, c'est que le digital doit se mettre au service de l'humain, en fait. C'est aller chercher de la valeur ajoutée
Et quand on parle de déconnecter, on parle aussi d'équipe terrain, évidemment, et de faciliter la vie via des outils, donc connectés ou déconnectés, effectivement, Luc, mais pour leur laisser de la bande passante pour faire leur métier d'animateur, de développement. Voilà, donc plus il va y avoir des outils facilitateurs, plus ça va permettre à l'homme en tant que tel de donner toute sa résonance sur ses valeurs ajoutées. Ouais. Si on rentre dans le détail plus sur des solutions digitales concrètes pour les réseaux, parce qu'on dit que digitaliser, c'est important, mais concrètement, ça sert à quoi? En plus de tous les exemples qu'on vous a donnés, on vous en a listé quelques-uns. Tout le côté onboarding, des franchisés déjà qui débarquent, c'est vachement important. Quand on parle d'onboarding, c'est pas simplement salut, viens boire un café. C'est tiens, je t'envoie des infos régulières sur l'enseigne, je t'envoie de la présentation sur des métiers, je t'envoie de faire tout ce côté onboarding d'accompagnement. Dedans, de penser aussi à lui demander comment ça va au bout d'une semaine, 2 semaines, de prendre la température, de lui envoyer des infos complémentaires. Donc, tout ça, c'est important pour le franchisé, mais ça va être très important pour les collaborateurs de l'ensemble des franchises, parce que cette communication, elle est fondamentale. Les franchises sont déjà en priorité. La franchise, c'est une communauté dans chaque enseigne, et cette communauté, ça s'anime. Donc l'animation, le digital permet d'animer, ça remplacera jamais l'humain, ça ne fera jamais le one-to-one. Par contre, ça vient augmenter cette relation en faisant des pushs réguliers sur les sujets. Donc, dans les solutions digitales, tout ce côté onboarding est un point clé. Tout le côté gestion opérationnelle, parce que c'est juste prioritaire. Il y a tout l'outil de gestion à la mode ERP ou autre qui est fondamental, parce que pour toute entreprise, c'est nécessaire, indispensable. Mais également, en termes d'action spécifique, on parlait du terrain, ce côté gestion opérationnelle doit vraiment être intégré. Et les 2 derniers points que j'ai en tête sur les solutions, c'est le côté recrutement dont on parlait, parce que on a beaucoup de procédures administratives avec les DIP et compagnie, mais on a l'habitude aussi de voir des stats assez impressionnantes sur le nombre de candidats à rencontrer pour avoir un franchisé qui signe. Toutes ces étapes entre les premières centres d'intérêt, les premières déclarations d'intérêt, les premiers échanges, les invitations aux journées de présentation, les relances, le suivi, la signature de l'ensemble du contrat de franchise, tous ces éléments-là sont des éléments qui se processent et qui s'automatisent et qui vont permettre aussi, prendre un petit peu de hauteur, de simplifier un process qui parfois est un peu lourd, parce qu'en tant qu'être humain, il y a des fois, la ligne droite n'est pas la plus courte et on se complexifie la vie. Quand on a un peu ce trend de solutions digitales, ça permet de donner en fait un squelette dans toute cette organisation qui est assez vertueux, parce que du coup, ça fluidifie beaucoup les points. C'est l'occasion aussi, pardon Luc, mais de remettre aussi en cause des usages qui sont peut-être là depuis quand même quelques temps. Le fait de se poser et de se poser les bonnes questions, ça permet, on sait avec Luc parce qu'on a un cas ensemble très récemment, il faisait toujours d'une manière parce que c'était l'usage, parce que les outils sont venus les uns après les autres. Pour certains cas d'usage, il y avait un outil, pour d'autres pas. Et puis c'est un vrai moment de mettre les choses et de se poser, mettre les choses à plat pour gagner en efficacité déjà sur des process qui parfois étaient hyper compliqués parce que c'était l'usage. Je pense qu'on a tous connu ça. Et puis le fait de se poser à un moment, de se dire ah bah ouais tiens, on a toujours fait comme ça, mais peut-être que c'était pas forcément la best practice et voilà. Et puis souvent, en fait, dedans, on se rend compte quand on fait les analyses de process, on dit mais pourquoi tu fais ça? Ouais, parce qu'à l'époque, il y avait cet outil. À l'époque, mais il n'y est plus. Bah oui. Et pourquoi tu n'as pas juste. Tu fais le détour toujours? Ah parce qu'on faisait comme ça. Ouais. Dans les solutions digitales, sur le côté communication, market et tout, tu avais des sujets de ton côté? Ouais, ce qui est toujours intéressant sur ces sujets-là particulièrement, c'est qu'on a peu, historiquement, encore une fois, les réseaux n'ont pas forcément de KPI très précis. Donc, que ce soit d'ailleurs sur de la communication, on parle toujours d'améliorer la communication. Souvent, les gens ont en tête la communication externe, c'est-à-dire du réseau vers sa cible, qu'elle soit B2B ou B2C. Donc
Donc ça, c'est le premier point. Et puis, évidemment, il y a la communication interne, c'est-à-dire de pouvoir à un moment se créer des KPI sur, on parlait de best practice par exemple, de pouvoir se dire que un tel dans la région Occitanie, en fait, utilise telle ou telle méthode ou telle manière de faire et va pouvoir aussi, via des outils plus facilement, en fait, communiquer avec le reste ou en tout cas que les autres puissent aussi venir chercher l'info et avec des vrais chiffres et de la data à l'appui. Voilà, donc communication, encore une fois, externe. Évidemment, on parle de print, de réseaux sociaux, de tous ces outils mis à disposition très souvent par la tête de réseau pour que le local puisse l'exploiter en fonction d'une zone de chalandise, d'une concurrence dans une zone plutôt que dans une autre. On a aussi un cas client autour de la restauration où clairement l'enseigne ne pratique pas du tout les mêmes prix d'une région à une autre. Alors c'est une politique de leur part, mais surtout la concurrence sur une zone de chalandise d'un adhérent à Strasbourg ou à Rennes ne va pas du tout être la même. Donc il y a ce devoir d'adaptabilité en fait au local. On revient au sujet de centralisation, de décentralisation tout à l'heure, où effectivement la tête de réseau doit apporter pas mal de choses sur les sujets de communication, mais forcément, les adhérents en local ont aussi leur mot à dire parce qu'ils vivent des choses que ne vivent pas la tête de réseau. Et puis, le pouvoir d'achat n'est pas le même en plus. Et pardon? Et le pouvoir d'achat n'est pas toujours le même en plus par région. Oui, tout à fait. Et puis, on en vient, oui, à la centralisation des données, c'est-à-dire se créer des KPI, se créer de la data sur des choses qui, historiquement, on parlait de terrain tout à l'heure, beaucoup de choses qui se passaient sur le terrain entre l'animateur de région, entre le responsable régional, par exemple, et en plus, quel que soit le type d'organisation. Donc, il y a le fait de pouvoir se créer ces éléments-là et de centraliser les données. On parlait d'interconnexion d'outils aussi, de pouvoir avoir ce qu'on appelle des liens SSO, des API entre différents outils qui vont aussi se parler entre eux pour également et forcément faciliter encore une fois la vie de tout à chacun sur le terrain et au quotidien. Donc, il y a un objectif de vraiment de faciliter du quotidien et n'oublie pas que la finalité, ça reste quand même de générer du business, donc d'être efficient. Tu parlais de l'efficience tout à l'heure, on est vraiment là-dessus, sur le bon mix entre les outils digitaux, chacun à la bonne place, et Luc va en plus nous parler effectivement de ces différents outils qui peuvent exister. Alors, il y a pléthore de sujets, donc potentiellement pléthore d'outils, et l'enjeu aussi, c'est comment on choisit le bon outil pour tel ou tel sujet, sachant que l'outil miracle qui fait tout n'existe pas, a priori. Donc, voilà. Mais tout l'enjeu, c'est de trouver le bon outil pour chaque usage et qu'ensuite, surtout, les outils se parlent entre eux pour une efficacité totale. Ouais, ça, là, nous, c'est un point qu'on reprend souvent, c'est que notre vision du système d'info d'une boîte, c'est le smartphone. Ce qui fait qu'on est fidélisé sur smartphone, c'est pas que ce soit un Android ou un iOS, c'est surtout qu'il y a les 20 applis qu'on utilise tous les jours qui nous intéressent, quoi. Donc, c'est le système d'info des boîtes doit être un écosystème efficient, donc qui est interconnecté entre les outils. Et quand on veut changer la signature, on ne change pas l'ERP, en fait, on change d'outil de signature électronique. On ne change pas tout. Donc, on a été biberonné pendant des décennies sur mettez tout chez moi, ça va bien se passer. On voit bien qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas et que le modèle, c'est largement ouvert avec ce côté interconnexion et qui permet d'être beaucoup plus efficient et sécure pour les boîtes là-dessus. On vous a listé là le côté point clé entre guillemets de digitalisation sur des fonctions clés de digitalisation. Si on se concentre, le côté MarketCom a été quand même un des sujets qui a initié les points avec tout ce qui est outils de com dont tu parlais tout à l'heure. Il y a tout ce qui va être goodies, textiles, sociaux, sites internet, enfin tous ces sujets impactent sur ces sujets en termes de productivité. La gestion opérationnelle avec tout ce qui est gestion des plannings, tout ce qui est la gestion du RH, la gestion de la paye, c'est les points clés. Et l'ERP, assez classique sur le côté régalien des entreprises, hein, tout ce qui va être les stocks, les réappros, donc tout ce qui va être achat au sens large, avec les plateformes de commande, tout le suivi administratif, et tous les tableaux de bord de suivi de coaching. Et on a beaucoup parlé tout à l'heure, pour ça que je ne suis pas revenu dessus, le recrutement, parce que dans le recrutement, ce qui va être clé, c'est la collecte des données, tout ce qui est communication qu'on appelle transactionnelle,
qui permettent d'être efficaces en automatique pour gagner du temps aux animateurs dans leur suivi et l'accueil et la formation de façon un peu augmentée. Donc ça, je balaye assez vite parce que l'enjeu était de vous présenter des cas d'usage concrets. C'était un point clé qui nous tenait à cœur. Et je vais lancer le bal parce que celui-ci était de notre côté. Sur le côté, un réseau de franchise, là, on est sur de la jardinerie. On n'est pas sur le jardinier dans son garage, on est vraiment sur un réseau, une quarantaine de personnes. Et juste un point de vue pour l'auditoire, c'est on vous a préparé 4 cas d'usage, ouais. Autant côté TooSmart que On Group. L'idée était de balayer en fait un maximum de cas d'usage. Donc il y en a 4, mais qui parlent de sujets un peu différents, mais qui sont tout en lien évidemment avec ce qu'on vient d'évoquer de manière plutôt macro. Ah ouais, clair. Oui, merci de la précision. C'est pour ça qu'on s'en est fait 2 chacun pour vous donner des cas concrets et avoir un vrai rendu de ce qui est mis en place. Nous, à chaque fois, sur l'ensemble des cas que vous verrez chez TooSmart, pour le coup, le but, c'est le côté productivité et le time to make dont on parlait tout à l'heure. Donc, à chaque fois, ces applis sont créés par les métiers, donc par les utilisateurs, par ceux qui sont sur le terrain. Et à chaque fois, ils sont ils sont mis en place sans aucun investissement de l'enseigne, puisque c'est à chaque fois en abonnement dégressif en fonction du volume et de la durée. Et on est en co-construction systématique et on intervient, nous, avec des technos qui permettent d'avoir une maintenabilité renforcée et dans une posture sur le long terme, puisque on accompagne dans la durée l'enseigne pour le faire évoluer aussi les sujets. Pour entrer dans ce cas-là, donc le côté extension d'activité sur le réseau de jardinerie, son enjeu, c'était d'arriver à garder l'efficience. Aujourd'hui, ils sont un gros réseau sur Strasbourg, une quarantaine de personnes, et il y avait déjà 6-7 franchises en place. L'idée, c'était d'arriver à avoir une industrialisation, une structuration, une organisation du process qui lui permettent de pouvoir grandir plus facilement et efficacement en France et d'avoir une solution tournée vers l'utilisateur parce que toutes ces équipes terrain, tous ces artisans qui ont une qualité et un talent avec leurs mains, toujours sont très digitalisés à titre perso, mais n'ont pas tellement le réflexe du digital à titre pro. Du coup, il faut vraiment adapter l'outil au côté opérationnel, au côté terrain, et l'interconnecter pour coller à l'usage et gagner du temps et de l'efficience. Donc ça, c'est vachement important. On parle beaucoup d'efficacité, nous, dans les projets. Et il y a un point qui a été clé pour cette enseigne, c'était le côté différenciation. C'est-à-dire de se dire, si je prends le même outil que les copains, je ne me différencie pas des copains. Et mes collaborateurs vont devoir modifier leur valeur ajoutée pour se mettre dans l'outil, pour se mettre conforme à l'outil. Et ça, c'est un contresens chez nous. Se dire, c'est pas, l'outil est au service de l'homme et pas l'inverse. Et du coup, d'avoir cette appli à son enseigne et d'avoir une valeur ajoutée sur son enseigne et d'être collé sur le terrain, c'était hyper important. Donc, on a évidemment une appli qui est mobile. On a un sujet clé aussi pour eux dans l'activité du réseau. On a processé, automatisé le plus de choses dans le suivi. Et il y a un point clé qui est apparu sur le côté facturation, c'est le service à la personne. Ceux d'entre vous qui utilisent du service à la personne ont la possibilité maintenant de ne plus payer en direct le prestat pour pouvoir se faire rembourser aux impôts, mais directement de plus faire l'avance, un peu comme à la pharmacie avec le tiers payant. Bon, là, on a réussi à trouver des solutions pour justement ajouter ces briques-là pour que ça apporte une vraie valeur et qu'en fidélisation client, ça soit vachement important pour que ce soit un atout pour eux dans le déroulé du projet. Voilà. Sur le cas suivant, il y avait un sujet sur le côté commande interne, besoin d'efficacité sur les commandes. Et c'était le sujet que vous aviez déployé, vous, avec Getit. Ouais, et en l'occurrence, certainement une marque que tout à chacun connaît, c'est le groupe Wicker, mais avec un vaisseau amiral qui s'appelle O2, qui est basé au Mans. Quand on s'est rencontrés, le sujet était, ils avaient déjà pas mal d'outils en place, et notamment ce qu'on appelle un web to print, donc avec un prestataire avec qui d'ailleurs ils continuent à travailler, mais l'outil c'était celui du prestataire, donc ça facilitait déjà la vie des adhérents. Pour autant, la tête de réseau,
voyait pas tout passer au quotidien, en fait. Elle n'était pas forcément en maîtrise et il y avait un délai de latence aussi sur des nouveaux supports à mettre en place, voilà, ou des choses qui passaient par ce prestataire alors que ça ne le concernait pas forcément. Voilà, donc le principe et les solutions qu'on a apportées, ça a été vraiment de créer autour du service achat un outil qui soit centralisateur. On en parlait un peu tout à l'heure. Évidemment, sujet premier, c'était les commandes en fait de ce qu'on appelle le print, les goodies, voilà, mais avec la brique à rajouter aussi de l'aspect achats généraux, permettre en fait à des adhérents en local de venir sur le même outil, commander leur sujet de print et les personnaliser pour le coup, mais aussi d'y commander tous les petits, enfin ce qu'on appelle le petit matériel, c'est-à-dire les balais, les aspirateurs, les produits d'entretien, et de pouvoir tout commander en un seul lieu unique. Et il y a une notion qui est extrêmement importante là-dedans, c'est l'aspect logistique. C'est-à-dire que ces produits, à un moment, ils sont physiques, ils doivent être stockés à un endroit précis. Et, et que ensuite, le fil logistique, suite à une commande, suive son cours. Voilà. Et puis, on est sur un principe aussi pour l'adhérent de faire appel, ou en tout cas de se connecter sur une plateforme qui est 100% aux couleurs de son réseau. Donc, c'est aussi important de se sentir toujours dans ce côté appartenance à son réseau. Donc, c'est pour ça que c'est une boutique, une marketplace, en fait, qui est personnalisée 100% aux couleurs du réseau. Et un point en plus, et j'y reviendrai aussi dans l'autre cas ensuite, mais chez Wicker, ils sont multi-marques. Enfin, il y a plusieurs marques au sein du groupe, et avec évidemment des master franchises qui ont accès à plusieurs marques localement. Ils sont chefs d'entreprise de plusieurs enseignes du groupe. Et c'était aussi l'occasion d'utiliser un seul et même outil, un seul et même endroit pour venir commander pour telle marque ou telle marque et de centraliser les stocks. Ah, c'est cool, ça, je ne savais pas que vous l'aviez intégré celle-là en fonctionnalité. Ouais, c'est top ça. Et puis, moi, je te laisse. Ouais, pour rebondir sur le côté achat, là on a voulu faire un exemple sur un contrat cadre par rapport au côté franchise. Alors là, on n'est pas sur un dessin de process qu'on fait sur Process Thinking Smart, mais sur un premier process, pré-process, qui permet de se concentrer sur d'avoir une vue globale en prise de hauteur sur quels sont les enchaînements. Vous avez sur la partie droite le côté franchiseur, partie gauche côté franchisé, et en fait ici tout l'enchaînement des éléments qui suivent sur un sujet. Là, on est sur une entreprise qui nettoie tout ce qui est gain technique dans les restaurants, tout ça parle à tout le monde, mais dans l'industrie, que ce soit industrie en pharmacie, que ce soit en agroalimentaire, que ce soit dans tous les sujets, on a une obligation légale d'entretien de ces gains. Et du coup, là, il y avait une problématique toute bête qui est de dire, alors ils sont situés au nord de Lyon, ils ont des gros contrats avec des Veolia, des Sanofi et j'en passe, qui leur dit, tiens, je vous interveniez dans mon site en Bretagne ou en Alsace ou dans les Pyrénées. Et de se dire, à chaque fois, les équipes faisaient beaucoup de routes. Alors, un, c'est très fatigant, deux, pas super efficient. Et donc, ils sont montés en franchise pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Et chaque franchise est autonome sur son territoire pour avoir ses clients directs, travailler avec son réseau en local. Et le groupe apporte un sujet supplémentaire. Donc, il y a deux points intéressants. Le côté central d'achat, parce que à chaque fois qu'il y en a un qui commande, enfin, qu'il y a une commande d'un client et qui le passe en validation dans son outil, automatiquement, la partie matérielle est commandée à la tête de réseau, à la centrale d'achat. Donc, ça évite toute opération, personne ne s'en occupe, c'est fait tout seul par l'outil, c'est Smarty qui bosse. Donc, ça, c'est un point qui est plutôt sexy et intéressant. Et le deuxième, c'est que tout le process que vous avez là sur les étapes que je vous ai décrites, c'est le process simple du client en centrale qui dit j'ai besoin que tu interviennes dans tel site. Le franchiseur reçoit la demande, va le répercuter automatiquement au franchisé qui est dans cette zone. Le franchisé va pouvoir intervenir pour collecter les données, aller faire une visite pour pouvoir récupérer les données et dire OK, voilà le temps qu'il me faut pour intervenir sur ce site-là. Donc faire son devis. Il l'envoie directement à la tête de réseau franchiseur qui va rajouter dans son devis les éléments nécessaires pour pouvoir l'envoyer directement au client. Cette opération s'envoie et quand le client a commandé, on a automatiquement l'information qui est donnée au franchisé pour dire c'est bon, tu peux intervenir.
Une fois que le franchisé intervient, que les équipes techniques terrain interviennent, il est fréquent qu'elles rajoutent à l'intervention un bidon de ci, un bidon de ça, enfin bref, qu'elles apportent un service complémentaire au client sur le site en local, et du coup, vient modifier son bon de commande, vient ajouter des éléments qui vont automatiquement être ajoutés sur le côté facturation, qui va être envoyé au client, et une fois que le client a honoré cette facture, automatiquement, c'est transféré au franchisé qui va pouvoir renvoyer l'attestation d'intervention, l'attestation de passage au client final. Donc, ce jeu de 14 étapes différentes était géré tout en manuel avec téléphone, mail avant la mise en place de la solution. Et pas forcément les bons usages avant. Ça a été l'occasion, ce qu'on disait tout à l'heure, de poser les choses et de se dire, tiens, là-dessus, on n'était peut-être pas super efficace. C'est ça. Et là-dessus, pourquoi on le fait dans ce sens-là, quelque part? C'est-à-dire que, par exemple, le côté attestation était envoyé quand le collaborateur intervenait, il laissait l'attestation. Et du coup, commercialement et comptablement, ce n'était pas forcément hyper efficace. Donc, du coup, il y a eu ce jeu-là, et dire, non, mais moi, je n'ai pas le temps de pouvoir envoyer la thèse quand c'est bien. Oui, mais quand c'est automatisé, on peut le faire. Et donc, du coup, il a dit, ouais, génial. Donc, hop, on l'envoie. Et du coup, maintenant, dès que la facture est passée en réglé, automatiquement, l'attestation part. Donc, ça évite quand même un bon staff de relance sur les factures, puisque la France est un sport, enfin, il y a un sport national qui est le retard de règlement. Là, au moins, comme l'attestation est obligatoire, ça a soldé ce point-là. Digitalisation a permis de régler un point indirect qui était plutôt un point de douleur bête. Et l'ensemble de ces étapes était très, très, très chronophage. Ils ont pu on a pu fluidifier de façon conséquente l'ensemble des échanges. Donc, le digital, ça sert aussi à ça. Quand on parle d'augmenter l'humain, d'augmenter les collaborateurs, là, c'est un cas concret qu'on voulait vous partager parce que au moins, ça parlera à tout le monde sur ces jeux de passe, sur le côté administratif, intervention, qui sont nécessaires, mais qui, du coup, quand on en enlève le poids et la lourdeur, deviennent un plaisir et apportent vraiment toute la qualité. Et pour finir, on parle des achats ? On est dans la totale continuité de ce que tu disais, puisqu'on évoquait avant sur le choix stratégique en fait d'une tête de réseau, sur son positionnement. On a accompagné une enseigne que vous connaissez peut-être, il y a environ 400, donc on est dans le cadre de commerce associé. C'est une enseigne qui s'appelle Le Choix Funéraire. Quand on s'est rencontrés, le premier usage pour eux était autour des sujets de communication, d'accord, qui est notre métier historique, mais l'outil a fait que la direction, à un moment, s'est posé la question. Ils étaient plutôt sur un principe de centrale de référencement. Donc, la centrale négociait en fait des prix avec des fournisseurs et chacun allait ensuite en local commander à ses fournisseurs qui étaient référencés. Et l'outil, quand on parle de changement d'usage, l'outil a fait dire à la direction, mais attends, si on met des casquettes, des drapeaux, sur cet outil, pourquoi on ne met pas nos propres produits, enfin des produits, donc désolé du sujet, on parle de capitons, de cercueils, de pierres tombales, donc c'est pas très sexy, je vous l'accorde, mais n'empêche. Ça servira à tous, par contre. Et de toute façon, il y a voilà. Donc, ils ont finalement fait le choix de se transformer parce que l'outil était là et l'outil le permettait, non plus en centrale uniquement de référencement, mais en centrale d'achat. Donc, ils ont ensuite centralisé les achats sur la tête de réseau et ensuite, chaque adhérent venait commander, et vient toujours d'ailleurs commander, sur la plateforme, sur cette marketplace, les produits pour leur quotidien. Et on ne parle plus du tout d'outils de communication. Et il y a eu un autre effet levier qui était assez intéressant puisqu'ils ont plusieurs marques, j'en parlais juste avant. Là, le cas est légèrement différent puisque, en plus, certains produits selon les marques, en fait, puisqu'ils ont une marque phare qui s'appelle Le Choix Funéraire et puis une marque qui s'appelle Eco Plus Funéraire, qui est un peu avec des prix d'entrée de gamme. Mais sur les deux marques portées par la même tête de réseau, il y a des produits communs, mais il y a aussi des produits qui sont différents. Donc, ça a permis aussi de regrouper pour les adhérents qui avaient les deux marques localement, de pouvoir commander au même endroit ces produits différents. Et surtout, et j'en reviens aussi à la logistique physique, parce qu'encore une fois, il ne faut pas l'oublier, sur les produits qui étaient communs aux deux marques, je pense à des cercueils en particulier,
évidemment stocké au même endroit. Donc, si c'est commandé sur une plateforme à gauche et puis pour une autre marque sur une plateforme à droite, à un moment, les stocks, les quantités de stock sont toujours les mêmes. Donc là, ça a eu aussi le mérite de pouvoir rassembler en fait cette logistique en un seul et même point, et que vous commandiez sur la marketplace choix funéraire ou la marketplace EcoPlus funéraire, les stocks étaient décrémentés en même temps et au même endroit. Donc, il y a cette double notion d'un outil digital qui vous permet quelque chose que vous ne pouviez pas forcément faire avant. Et là, c'est vraiment le cas typique d'une marque qui a décidé de passer d'une centrale de référencement à une centrale d'achat avec des chiffres qui sont, alors évidemment que je ne vais pas vous donner, mais je peux vous garantir que les chiffres sont extrêmement conséquents. Et puis un taux d'engagement du réseau qui a été incroyable, au-delà même des espérances d'ailleurs, dans la fidélisation des achats, au-delà même de l'espérance de la tête de réseau. Ouais. Sur un point que j'ai pas, tu me faisais penser là en parlant de ce cas-là, il y a un élément aussi qui est très utile sur le côté digital. On aurait pu sauter le cas, présenter le cas. C'est aussi tout ce qui est les opérations terrain. On a souvent des enseignes qui travaillent en B2C, qui sont en B2B, B2C et qui ont des contrats d'intervention ou qui ont une saisonnalité forte d'intervention. Vous voyez le côté jardinage tout à l'heure. C'est pareil pour les entretiens sur toutes les maisons ou toutes les entreprises. Ouais. Et du coup, il y a cette typologie de contrat où il y a des renouvellements tous les ans. Nous, on a une photo qu'on communique souvent qui est un mur en fait, de 10 mètres de long avec les bons dossiers suspendus, avec tous les contrats dedans. Et chaque mois, ils prennent le dossier, puis ils l'ouvrent et puis ils relancent les personnes. Donc ça, c'était juste improbable. Donc, on a digitalisé l'ensemble de ces contrats et qui permet aujourd'hui, quand il y a une intervention, de un mois avant, alerter, de dire au fait, by the way, on intervient le mois prochain, c'est bon pour toi, on réserve un créneau. Et de renvoyer automatiquement derrière aussi, quand la personne intervient sur le terrain avec le client, de le faire signer sur tablette pour son intervention. Enfin voilà, c'est des cas concrets qui parleront, je pense, aux participants, parce que je vois que dans les personnes présentes, il y en a qui ont aussi des équipes terrain sur ce niveau d'intervention. Donc, c'était important de resituer ce cas-là aussi par rapport au sujet. On a voulu être alors dans le timing quasiment, on était un peu trop bavard, mais l'enjeu pour nous, c'était de vous partager du concret et pas d'être sur un mode descriptif, mais vraiment de rentrer dans les choses par des réalisations. Et ce qui nous unit chez Getit comme chez ToSmart, c'est le côté simplification des process et enlever le millefeuille d'outils qui ne se parlent pas, parce que ça, c'est quand même assez récurrent, et d'apporter une augmentation, je dirais, de force de frappe des collaborateurs qui est vachement importante pour nous et qui est dans le cœur de l'ADN de nos deux boîtes, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Il y a quelques petites questions déjà. Il y avait celle sur le délai, sur la mise en place de Getit ou des applis. Oui, alors souvent, en fait, ce qui est génial dans nos métiers, c'est qu'il y a une vraie interaction. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas d'un côté et client de l'autre. Aujourd'hui, on parlait d'un cas d'usage qu'on est en train de vivre en ce moment. Une fois les articles référencés et tout bien dans les bonnes cases, on est capable de déployer aujourd'hui en à peine 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et puis en plus sur des plateformes qui sont évolutives, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 150 produits dans un premier temps pour lancer, et puis après d'enrichir en fait la marketplace au fur et à mesure. Donc raisonnablement, on est sur des délais quand même très courts. Et Luc, je sais que c'est pour le vivre ensemble. Pareil, peut-être des délais un peu plus longs parce qu'il y a le côté audit dont on parlait tout à l'heure, et souvent qui laisse le client se poser les bonnes questions et échanger ses usages. Mais en termes de délai, vous êtes aussi sur des choses assez… Ouais, la grosse différence, nous, de par les technos qu'on utilise, alors ça peut arriver d'être en 1 mois ou 2 parce qu'il y a des solutions simples à mettre en œuvre, mais globalement, on est plus sur du 3 ou 4 mois. Mais par contre, on postpone complètement les habituels 9, 12, 18 mois de développement spécifique. Ça, c'est improbable. Donc, nous, systématiquement, l'ensemble des applications sont livrées entre 3 et 4 mois avec des applications assez complexes. Et que là, on a un sujet très simple sur du côté solaire
où là, ça va être sorti en un mois et demi. Ouais. Donc, ça dépend vraiment à chaque fois du projet. Mais le délai est super important et le mode opératoire est vachement important puisqu'on est en co-construction sur les projets. Ouais. Donc c'est vachement important. Et tu le disais en introduction, je pense que ça vaut le coup de le rappeler. C'est la source, en fait. À la limite, je peux laisser la main, mais qu'est-ce qui a fait qu'on a mis en place ces modes de co-construction et de rapidité d'exécution? Ah bah, en fait, on vous le disait en préambule, Luc comme moi, on est chef d'entreprise sur certains usages, que ce soit ERP, la compta, enfin tous ces sujets-là, bah forcément, à un moment, quand il faut sortir le chéquier à un instant T pour se dire, OK, je vais mettre, je dis n'importe quoi, 20 000 euros sur un outil dont je ne verrai les fruits et même la concrétisation que dans un an, voire un an et demi. Donc ça, c'était encore le cas il y a pas si longtemps que ça, et c'est parfois le cas encore sur certains logiciels métiers. Donc bah forcément, il y a une part de doute. Et puis bah forcément, à l'arrivée, si à la livraison, l'outil n'est pas à la hauteur de vos espérances, bah le chèque, vous l'aviez de toute façon fait. Donc ça, c'est effectivement très concret. Donc nos outils ou notre manière de faire, au-delà de nos métiers et notre savoir-faire métier autour des enseignes à réseau, on s'est aussi inspiré avec Luc, chacun de nos côtés. Donc c'est aussi pour ça, dans ces valeurs-là, qu'on s'est retrouvés. C'est qu'on a voulu, pour nos clients, qu'il n'y ait pas cette notion-là de se dire, je fais un gros chèque à un moment et je serai livré que dans X mois, voire un peu plus. Et surtout sur des organisations. Et je crois qu'il y a une autre question sur le sujet, est-ce qu'on accompagne des petits, des moyens, des gros réseaux? En fait, l'usage, il est à peu près équivalent pour un réseau qui est naissant, avec 4-5 franchisés déjà, ou alors déjà beaucoup plus constitué. Mais voilà, le fait d'être nous aussi dans une position de chef d'entreprise, en position d'acheteur et de stratège aussi, comme on doit l'être sur les choix des outils qu'on va faire, ça nous a vraiment inspiré l'un et l'autre aussi pour avoir des choses qui sont simples à mettre en place. Et dans la co-construction, c'est hyper important. Ouais, et puis, enfin, moi, pour rebondir là-dessus, hein, moi, à titre perso, je me suis déjà fait avoir Ouais. 3 fois hors taxe sur des ERP qui voulaient me vendre les licences et qui, du coup, m'ont vendu du DevSP en même temps. Et que bah, 1 an, 2 ans, 3 ans après, bah, je payais toujours les licences, mais le DevSP, je ne l'avais plus parce qu'il fallait le repayer parce que leur outil avait évolué, mais qu'évidemment, les DevSP, ils n'allaient pas me les faire évoluer. Donc, il fallait les repayer sans arrêt. Donc, ça, ce sujet-là est Parce un que, vrai vécu et ouais. qui est le cœur qui dit non, non, on arrête ces conneries et on interconnecte et on fait évoluer les choses séparément pour que justement, il n'y ait pas cette dépendance et qu'on arrête d'être une tirelire à devoir hacker sans arrêt, alors que le fonctionnel ne change pas, quoi. C'est important. Sur la taille des réseaux, côté TooSmart, on a beaucoup de réseaux pour le coup qui sont en effet plus sur le côté naissant, sur lequel on intervient globalement. Ouais. Après, quand il y a des réseaux qui sont sur allez, 80, 100, 200 franchises ou points de, enfin, pas l'agence ou autre en fonction du modèle. Là, on intervient moins globalement, mais plus sur un côté focus, plus opérationnel, sur un process, alors souvent terrain, de déploiement de terrain, de collecte d'informations ou de delivery, de suivi opérationnel ou commercial, de façon à apporter de la valeur là, sur le terrain. Donc, Ouais. c'est en fonction de la taille du réseau, en fait, le projet ne sera pas le même. Ouais, c'est ça. Petit. Et la bande passante à la tête de réseau n'est pas forcément la même, voilà, en fonction des tailles. Mais bah, voilà, on sait, et avec des cas d'usage très concrets, s'adapter à ça. Mais voilà, et pour finir aussi, c'est ce point qui nous semble vraiment primordial, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance, en plus en France, de disposer d'outils très spécialisés sur chacun des sujets qu'on a évoqués tout à l'heure là, et qui sont des vrais enjeux pour vous, enseignants à réseau. Et donc, nous, notre préconisation, elle est vraiment d'aller chercher plutôt des outils qui sont chacun spécialistes de l'usage, mais évidemment qui doivent être interconnectés et de créer cette architecture globale. Je te laisse le mot de la fin, Luc. Ouais, non, moi, juste pour rebondir là-dessus, hein, sur tous les côtés digitalisation, c'est fondamental. Prenez n'importe quel choix. Le générique est fabuleux parce qu'il répond à tout le monde. Mais comme il répond à tout le monde, bah, c'est un peu toujours pareil. Il répond souvent à personne précisément. Donc, d'arriver à avoir une solution qui colle au process et à la valeur ajoutée de votre réseau est quand même fondamental.
Donc, on a essayé de vous donner des exemples concrets d'utilisation de réseau, de pilotage et d'animation pour pouvoir coller au plus près de votre activité. On espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. En tout cas, moi, Olive, c'était un vrai plaisir de le faire ensemble. Eh ben, tout pareil. Donc, à très bientôt et très belle journée à tous. Et les Bretons, profitez bien du soleil. Et effectivement, on va sortir les lunettes. Pour une fois qu'il est là. Oh, ça va. Allez, bonne journée à tous alors. Allez, très belle journée tout le monde. Bye bye. Tout smart.